La miniature de vitrail était cachée sous les bougies. Personne d'autre ne l'avait vue. Personne d'autre ne savait ce qu'elle signifiait. Mais moi, Renée Vignal-Artaud, 79 ans, ancienne professeure d'histoire de l'art, j'ai reconnu ce fragment de verre coloré au premier regard, parce que j'avais tenu cette pièce dans mes mains 25 ans plus tôt, le jour où ma fille Hortense avait signé son premier inventaire professionnel. Ce soir-là, elle avait 26 ans et des mains qui tremblaient d'orgueil. Ce soir-là, elle était encore entière. Ce soir, elle servait le bolo d'anniversaire de sa propre fille en souriant d'une façon que je ne lui avais jamais vue. Un sourire appris, un sourire de circonstance. Le sourire de quelqu'un qui a compris qu'on lui a déjà retiré quelque chose et qui attend, en silence, que les autres le remarquent enfin. Eva a soufflé les bougies sans faire de vœux. Elle a pleuré. Et dans le silence qui a suivi, ma petite fille adulte, chercheuse en iconographie médiévale, femme de 31 ans, et non une enfant, a murmuré quelque chose qui a arrêté le temps dans cet appartement de la rue Pascal. Elle a dit, si bas que les convives ont dû se pencher pour entendre, « Papa a dit qu'au prochain anniversaire, maman ne serait plus avec nous. » La salle est devenue pierre, comme les murs de Clermont-Ferrand, comme la lave noire du puits de Dôme qui donne à cette ville son caractère sombre et volcanique et irréductible. Personne ne bougeait. Les tassas de vin restaient suspendus à mi-hauteur. Et moi, j'avais les yeux fixés sur la boîte de bougies posée au bord de la table, sur ce fragment de vitrail qui dépassait légèrement, comme une langue qui attendait de parler. Je me souviens d'avoir pensé, en cet instant précis, voilà donc pourquoi elle l'avait mis là. Voilà pourquoi Hortense avait placé cette miniature dans cette boîte, dans cette pièce, sur cette table, ce soir. Pas par distraction, pas par négligence, par calcul, par désespoir, par l'intelligence tranquille d'une femme qui sait que les mots directs ont été confisqués et qui cherche un autre langage pour être entendue. Benoît a ri. Un rire bref, léger, professionnel. Il a posé sa main sur l'épaule d'Eva et il a dit que sa fille avait mal compris, qu'il s'agissait simplement d'une période de repos pour Hortense, que le travail de curatrice était épuisant, que tout allait bien, que personne ne devait s'inquiéter. Il a dit tout cela en souriant, et c'est ce sourire qui m'a tout appris. Parce qu'un homme qui a blessé quelqu'un dans la vérité ne sourit pas comme ça en public. Il sourit exactement comme ça, avec cette assurance d'un homme convaincu que les autres ne regarderont pas assez loin pour voir ce qu'il cache derrière la courtoisie. À ma gauche, Lucien n'avait pas lâché ma main. Mon mari a 81 ans. Il est maestro retraité. Il a dirigé des centaines de concerts dans des salles où le silence entre les notes compte autant que les notes elles-mêmes. Et quand il a entendu la phrase d'Eva, quand il a entendu le rire de Benoît, il n'a rien dit. Il a seulement serré mes doigts, comme il serre la baguette avant que l'orchestre attaque un passage difficile, avec une concentration absolue, avec la conscience que ce qui vient demande toute l'attention du monde. Je dois vous dire qui je suis avant d'aller plus loin. Je m'appelle Renée Vignal-Artaud. Je suis née à Issoire, à 30 km au sud de Clermont-Ferrand, dans une maison où les livres étaient traités avec plus de soin que les meubles. Mon père était instituteur. Ma mère cousait des vêtements pour les familles du bourg et lisait Stendhal le soir à la lumière d'une lampe jaune. J'ai grandi entre les pages et les pierres volcaniques, entre les odeurs d'encre et de soupe, entre la rigueur d'un père qui croyait que l'intelligence était un devoir et la tendresse d'une mère qui croyait que la beauté était une consolation nécessaire. J'ai étudié l'histoire de l'art à Clermont-Ferrand. J'ai enseigné pendant 38 ans. J'ai eu une salle de classe où les élèves apprenaient à regarder les tableaux comme on apprend à écouter les gens. Vraiment regarder. Pas consommer. Pas juger d'un coup d'œil. S'asseoir devant une image et lui donner le temps de parler. Lucien est entré dans ma vie un soir d'automne de 1969, lors d'un concert de musique de chambre à la salle des congrès. Il avait 35 ans. Il dirigeait avec ses mains et tout son corps, comme si la musique passait par lui avant d'arriver dans la salle. Je n'avais jamais vu quelqu'un se donner aussi complètement à quelque chose. J'ai pensé, cet homme ne ment pas. On ne dirige pas comme ça si on ment. Nous vivons depuis 40 ans dans notre appartement de la rue Blatin, au numéro 46,
au 3e étage, avec une vue sur les toits de basalte et les clochers sombres de cette ville que j'aime pour sa froideur apparente et sa chaleur cachée. Clermont-Ferrand ressemble aux Auvergnats, austère en surface, volcanique en profondeur, capable de garder un secret pendant des siècles et de tout faire sortir d'un seul coup quand la pression devient insupportable. Notre appartement sent le café, la vieille reliure et le bois ciré. Il y a des gravures sur tous les murs, une bibliothèque qui occupe tout le mur du salon, un piano droit que Lucien n'a jamais cessé de jouer, même les jours où ses mains lui faisaient mal. Et sur le buffet de l'entrée, depuis toujours, une photographie d'Hortense à 20 ans, tenant un catalogue d'exposition entre ses bras, comme on tient un enfant. Hortense est ma fille unique. Je dois vous dire cela aussi, parce que ça change tout. Quand on a un seul enfant, on le regarde d'une façon différente. On le connaît dans ses silences. On reconnaît le bruit de sa respiration quand elle est retenue. On sait la différence entre un sourire de bonheur et un sourire de survie, même à 53 ans, même dans un appartement éclairé aux bougies de cire d'abeille, même entouré de collègues et d'amis qui ne voient que ce qu'ils veulent voir. Ce soir-là, le 7e octobre, à 20h15, dans l'appartement de la rue Pascal numéro 12, j'avais vu le sourire de survie de ma fille depuis le moment où j'avais franchi la porte. Et j'avais vu la boîte de bougies sur la table. Et j'avais vu le vitrail. Et j'avais su. Pas encore tout. Mais assez pour que quelque chose dans ma poitrine commence à battre d'une façon que je ne connaissais que dans les moments qui changent une vie. Si vous êtes là avec moi ce soir, si vous avez entendu le murmure d'Eva au moment des bougies, je veux vous demander quelque chose avant de continuer. D'où regardez-vous cette histoire? Quelle ville? Quelle région? Il est peut-être tard chez vous, peut-être que vous ne pouvez pas dormir et que vous avez besoin d'entendre quelqu'un raconter une chose vraie. Dites-le moi dans les commentaires. Et si ces premiers instants vous ont touché, laissez un like, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Et peut-être que celle de ce soir est celle que quelqu'un près de vous a besoin d'entendre. Maintenant, laissez-moi vous dire comment nous sommes arrivés là. La table était parfaite. C'est la première chose qu'on remarquait en entrant dans le salon de la rue Pascal. Une nappe de lin brut, des assiettes de porcelaine ancienne avec un liseré doré, des verres à pied alignés avec une précision qui n'était pas de la coquetterie, mais de la maîtrise. La tarte aux noix venait de la pâtisserie Le Lautrec. Lucien me l'avait signalé à voix basse en arrivant parce qu'il connaissait cette pâtisserie et savait ce que ça représentait comme choix, pas la facilité, quelque chose de juste, de local, de pensé. Les bougies de cire d'abeille brûlaient dans leurs chandeliers en étain et leur lumière était différente des bougies ordinaires, plus chaude, plus ancienne, avec une légère odeur de miel qui flottait sous les conversations. Les convives étaient tous adultes, des collègues de recherche d'Eva, 2 amis de la famille que je connaissais de loin, nous deux. Pas de bruit d'enfants, pas d'agitation, pas de désordre. Juste des gens cultivés qui parlaient à voix mesurée d'exposition, de publication, d'un colloque à Lyon en novembre prochain. Hortense circulait entre les chaises avec une grâce que je lui avais toujours connue. Elle portait une robe bleu marine, ses cheveux châtains légèrement gris aux tempes étaient relevés d'une façon sobre. Elle remplissait les verres, proposait des amuse-bouches, répondait aux questions, et chaque fois que quelqu'un lui parlait directement, Benoît intervenait. Pas brutalement, jamais brutalement, avec le naturel d'un homme habitué à parler à la place des autres. Hortense est un peu fatiguée en ce moment. Elle a réduit ses engagements. Le travail de curatrice demande moins d'émotion et plus de pragmatisme à notre époque. Il a dit cette phrase 3 fois dans la soirée. 3 fois. Avec des mots légèrement différents, mais le même sens. Et à chaque fois, Hortense souriait. Et à chaque fois, je voyais dans ce sourire quelque chose qui ressemblait à une capitulation ancienne, à quelqu'un qui a renoncé à corriger une version des faits qui la concerne parce qu'elle a appris que corriger ne sert à rien. Eva était assise en face de moi. Je la regarde depuis qu'elle est au monde. 31 ans, oui, mais pour moi la continuité est entière. Je la vois à 7 ans avec ses questions sur les images dans les livres de sa grand-mère, à 15 ans avec ses carnets de croquis dans les musées, à 22 ans soutenant son mémoire sur les manuscrits enluminés avec une précision qui avait surpris son jury. Elle est indépendante, sérieuse, précise. Elle ne pleure pas facilement. Ce soir, ses yeux brillaient depuis le début du repas.
Je l'avais vu regarder la boîte de bougies sur la table. Je l'avais vu regarder sa mère. Je l'avais vu regarder son père. Et j'avais vu, dans cette séquence de regards, une jeune femme qui portait quelque chose de lourd depuis trop longtemps et qui cherchait un moment pour le poser. Le moment est venu quand Benoît a apporté la tarte, quand les bougies ont été allumées, quand tout le monde s'est tourné vers Eva avec ses sourires de circonstance qu'on offre aux gens à leurs anniversaires. Fais un vœu. Souffle. Allez, Eva. Elle a regardé les flammes. Elle n'a pas soufflé. Et puis les larmes sont venues, pas de façon théâtrale, pas avec des sanglots ou des gestes, juste les larmes de quelqu'un qui a retenu une phrase trop longtemps et qui ne peut plus. Et cette phrase est sortie, à voix basse, dans la lumière des bougies de cire d'abeille. Papa a dit qu'au prochain anniversaire, maman ne serait plus avec nous. Le silence qui a suivi avait la consistance du basalte. Dense, noir, définitif. J'ai cherché le visage d'Hortense. Elle ne regardait pas sa fille. Elle regardait la miniature de vitrail qui dépassait de la boîte de bougies, à 30 centimètres d'elle. Et dans ce regard, il n'y avait pas de surprise. Il y avait quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Comme si elle attendait ce moment depuis des semaines. Comme si elle avait calculé que le soir de l'anniversaire d'Eva, dans cette lumière-là, avec ces gens-là, le secret finirait par trouver une voie. Benoît a ri, et ce rire m'a glacé plus que n'importe quoi d'autre dans cette soirée. Ce n'était pas un rire nerveux. Ce n'était pas un rire gêné. C'était le rire d'un homme qui a l'habitude de gérer les situations, qui sait comment reprendre le contrôle d'une pièce, qui connaît la valeur d'un ton léger dans un moment difficile. Il a posé sa main sur l'épaule d'Eva, il a expliqué qu'elle avait mal compris, qu'il s'agissait d'une période de repos à Roya, que les sources thermales feraient du bien à Hortense, que tout le monde s'inquiétait pour rien. Royat est à 10 minutes d'ici, a-t-il ajouté avec un sourire. Ce n'est pas l'exil. Hortense n'a rien dit. Et c'est dans ce silence que j'ai compris que la situation était plus grave que je ne l'avais imaginé en entrant dans cet appartement. Parce qu'Hortense, ma fille, n'était pas une femme qui se taisait quand on parlait à sa place. Elle avait été curatrice pendant 28 ans. Elle avait tenu des conférences devant des salles entières. Elle avait négocié des prêts de pièces avec des musées étrangers. Elle avait une voix, une autorité, une présence. Et ce soir, dans son propre salon, le soir de l'anniversaire de sa fille, elle était aussi silencieuse qu'une pièce d'une collection dont on a retiré l'étiquette. Lucien s'est levé. Il ne s'est pas précipité. Il ne s'est pas énervé. Il a simplement posé sa serviette sur la table. Il a dit « Pardonnez-moi » avec la politesse d'un homme élevé dans les codes d'une autre époque, et il a marché vers le couloir qui menait au cabinet de travail d'Hortense. Pas en forçant quoi que ce soit. Pas en faisant une scène. Juste en marchant avec la décision tranquille d'un homme qui a vu quelque chose sur le buffet de l'entrée et qui a besoin de comprendre. Il avait vu la boîte de bougies. Il avait vu le vitrail. Et comme moi, il l'avait reconnu. Je me suis levée après lui. Dans le couloir, l'appartement sentait le papier ancien et la cire. Les murs étaient les couverts de petits cadres avec des reproductions de manuscrits enluminés, des photos d'exposition, une affiche de la chapelle Saint-Alyre encadrée en noir. Hortense avait construit sa maison comme elle avait construit sa carrière, avec soin, avec cohérence, avec cette conviction que les objets qu'on choisit de regarder chaque jour finissent par dire quelque chose de vrai sur ce qu'on est. La porte du cabinet était entr'ouverte. Lucien se tenait sur le seuil. Il ne bougeait pas. J'ai posé ma main sur son bras et j'ai regardé par-dessus son épaule. Il y avait une table couverte de documents. Des inventaires imprimés, certains avec des passages surlignés, d'autres avec des étiquettes décollées soigneusement, posées à côté, comme si quelqu'un avait voulu garder la trace de ce qui avait été retiré. Un ordinateur allumé, son écran montrant un document ouvert avec des colonnes de noms et de références. Une chaise vide devant ce bureau. Et sur la chaise, un livre de canticos anciens, un de ces livres liturgiques reliés en cuir brun foncé qu'on trouve dans les sacristies, avec des pages qui dépassaient de façon irrégulière parce qu'elles n'étaient pas d'origine. Et sur le coin du bureau, un convite d'exposition,
imprimé sur papier épais avec le logo de la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand, rue Abbé de l'Épée, numéro 71. Le titre de l'exposition était « Lumière sacrée, collection privée d'art roman en Auvergne » et en bas, dans la section des crédits, direction Malrieux Patrimoine. Pas le nom d'Hortense. Pas Hortense Artaud-Malrieux, curatrice, 28 ans de travail, première commissaire de cette collection, celle qui avait trouvé les pièces, catalogué les pièces, restauré les pièces, construit le lien avec la chapelle Saint-Alyre, négocié chaque prêt, rédigé chaque notice. Son nom n'était pas là, non. Ce qui m'a détruite, ce n'était pas la brutalité de la chose. C'était le contraire. C'était la propreté. La netteté chirurgicale d'un travail accompli sans bruit, sans scène, sans porte claquée. Quelqu'un avait retiré le nom d'Hortense de cette exposition avec la même précision tranquille qu'on utilise pour décoller une étiquette d'un objet qu'on s'apprête à attribuer autrement. Et ma fille était dans le salon, servait la tarte aux noix, souriait, et son nom avait déjà commencé à disparaître. J'ai pris la miniature de vitrail dans la boîte de bougies. Je l'ai tenue dans ma paume. Le verre était froid, taillé en forme de losange, avec des tons de bleu et d'ambre qui captaient même la faible lumière du couloir. Il mesurait peut-être 5 centimètres, mais il pesait 25 ans d'histoire. Le premier inventaire, la première signature, la première preuve qu'Hortense existait dans ce monde-là comme professionnelle, comme autorité, comme femme qui connaissait son sujet et qui avait le droit de signer son travail. Autour de la monture en métal, glissée entre le verre et le cadre, il y avait une fine bande de papier plié. Je l'ai dépliée. Hortense avait écrit en lettres petites et régulières, comme elle écrivait dans ses marges quand elle étudiait « Maman, s'ils me font partir pour me protéger, demande-leur de quoi ils veulent protéger mon nom. » J'ai lu cette phrase 3 fois, et puis j'ai pleuré. Pas devant Lucien, pas encore. Juste les larmes qui viennent quand on comprend tout d'un coup et que la compréhension fait mal, parce qu'elle arrive trop tard, et en même temps juste à temps, et on ne sait plus si on devait voir plus tôt ou si on n'aurait jamais pu voir avant ce moment précis. Lucien a posé sa main sur mon dos. Il n'a rien dit, il n'avait pas besoin de parler. La phrase d'Hortense était là, dans ma main, sur cette fine bande de papier, et elle disait tout ce qu'une femme de 53 ans n'avait pas réussi à dire à voix haute dans son propre salon depuis des mois. Je suis restée debout dans ce couloir plus longtemps que je ne le réalise maintenant, en repensant à cette soirée. Le salon continuait à faire son bruit de fond, les verres, les voix, Benoît qui parlait, quelqu'un qui riait d'une façon un peu trop détendue, comme on rit quand on ne sait pas quoi faire d'un silence difficile. Et moi, j'avais dans ma main une miniature de vitrail et une phrase qui avait changé la façon dont je regardais les dernières années. Il faut que je vous dise quelque chose avant de continuer. J'ai connu Benoît Malrieux pendant presque 30 ans. Il avait 29 ans quand Hortense me l'a présenté pour la première fois, dans notre appartement de la rue Blatin, un dimanche de décembre. Il était grand, bien mis, avec cette façon de tenir son verre qui disait qu'il avait été élevé dans des maisons où les gestes comptaient. Il travaillait déjà dans l'administration du patrimoine culturel, il connaissait les textes réglementaires, les procédures d'attribution, les noms des conservateurs et des directeurs de musées régionaux. Il avait parlé avec Lucien de musique pendant 2 heures et avec moi d'un retable du XVe siècle exposé au musée Bargouin avec une précision qui m'avait impressionné. J'avais aimé Benoît. Pas d'une façon inconditionnelle, je ne suis pas de celles qui accordent leur confiance sans la mériter. Mais je l'avais respecté. Je l'avais cru compétent, sérieux, amoureux de ma fille. Pendant toutes ces années, quand Hortense me parlait d'un désaccord professionnel, d'une décision qu'il avait prise sans la consulter, d'un projet dont elle avait été écartée, j'avais trouvé des explications raisonnables. Le patrimoine culturel est un domaine compliqué. Les compromis sont nécessaires. Les couples qui travaillent dans des sphères proches doivent négocier constamment. J'avais dit ces choses à ma fille. Je les croyais. Ce soir, dans ce couloir, avec le convite imprimé dans la main de Lucien et la phrase d'Hortense dans la mienne, je comprenais que j'avais confondu l'élégance avec l'innocence, que quelqu'un peut être cultivé, poli, capable de parler pendant 2 heures d'un retable du XVe siècle, et construire en même temps, patiemment, méthodiquement, l'effacement d'une personne qu'il est censé aimer, pas avec des cris,
pas avec des portes claquées, avec des mots de soin. Hortense est fatiguée. Hortense a besoin de repos. Hortense est trop attachée émotionnellement à ses pièces pour voir les opportunités modernes. Hortense n'est plus tout à fait disponible pour ce projet. Des phrases qui ressemblent à de la protection. Des phrases qui construisent une absence. Je dois vous parler d'Hortense maintenant. De qui elle était avant cette soirée et de qui elle était en train de devenir. Ma fille est née un matin de mars dans une clinique de Clermont-Ferrand où les infirmières portaient encore des coiffes blanches. Elle avait des yeux sombres qui regardaient tout avec une attention sérieuse que les pédiatres trouvaient inhabituelle pour un nouveau-né. Lucien avait dit, en la tenant pour la première fois, « Celle-là, elle va tout voir ». Il avait raison. Hortense a grandi dans notre appartement de la rue Blatin, entourée de reproductions d'œuvres d'art, d'atlas, de catalogues d'expositions que nous ramenions de nos voyages. À 7 ans, elle m'avait demandé pourquoi les madones médiévales avaient toutes le même geste de la main droite. À 12 ans, elle avait rédigé un texte sur la symbolique des couleurs dans l'enluminure carolingienne pour un concours scolaire et elle l'avait gagné. À 18 ans, elle savait déjà ce qu'elle voulait faire, travailler avec les objets du passé chrétien, pas pour des raisons de foi particulières, mais parce que ces objets portaient les traces des mains de ceux qui les avaient dû fabriquer, et qu'elle pensait que les traces de mains étaient ce qu'il y avait de plus honnête dans l'histoire de l'art. Elle avait fait ses études avec une rigueur qui me rendait fière et parfois presque inquiète, parce que les gens qui travaillent avec cette intensité ont souvent du mal à se défendre quand quelqu'un entreprend de les déposséder de ce qu'ils ont construit. Ils sont trop à l'intérieur de leur travail pour voir venir ce qui vient de l'extérieur. À 26 ans, Hortense avait été engagée pour cataloguer la collection d'art sacré de la chapelle Saint-Alyre. C'était une petite collection, une vingtaine de pièces, des fragments de vitraux anciens, des miniatures liturgiques, des objets de culte en métal ouvragé, des livres d'heures incomplets mais remarquables. La chapelle était en cours de rénovation, et le curé, homme âgé avec une formation en histoire de l'art, avait besoin de quelqu'un de sérieux pour établir un inventaire qui résisterait à l'épreuve du temps. Hortense avait passé 6 mois dans cette chapelle. Elle y avait apporté ses outils de mesure, ses fiches de catalogage, ses références bibliographiques. Elle avait photographié chaque pièce sous plusieurs lumières. Elle avait consulté les archives diocésaines pour retracer la provenance de certains objets. Et elle avait rédigé un inventaire de 42 pages qui était devenu, au fil des années, un document de référence pour les chercheurs en art roman auvergnat. C'est dans cet inventaire qu'apparaissait pour la première fois, en bas de la page de titre, la signature. Établie par Hortense Artaud, historienne de l'art, Clermont-Ferrand, octobre 1999. La miniature de vitrail que j'avais dans la main ce soir était l'une des pièces de cet inventaire. Une pièce d'étude, une reproduction de travail qu'elle avait fait fabriquer pour pouvoir manipuler et photographier les détails sans risquer l'original. Elle l'avait gardée dans son cabinet comme on garde un objet qui représente un commencement. Et ce soir, elle l'avait placée dans la boîte de bougies pour que je la trouve, pour que je comprenne ce qui était en train de se passer à sa collection, à son travail, à son nom. Si vous êtes encore avec moi, si vous sentez le poids de ce que je vous raconte, je voudrais m'arrêter un instant et vous dire merci. Raconter cela à voix haute, même des années après, ce n'est pas simple. Dites-moi d'où vous écoutez ce soir. Quelle ville, quelle région, quel pays. Et si vous êtes seul ou seule dans cette pièce, si c'est le milieu de la nuit ou très tôt le matin et que vous aviez besoin d'entendre quelque chose de vrai, alors cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire, laissez un like si vous ressentez ce que je ressens en vous racontant. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour ici et je vous promets qu'elle vale d'être entendue. Maintenant, laissez-moi vous dire comment tout a commencé à basculer vraiment. Benoît était entré dans la vie professionnelle d'Hortense progressivement. C'était difficile à voir sur le moment parce que ça ressemblait à de l'aide. Au début, il gérait les aspects administratifs de la collection, les contrats de prêt, les assurances, les relations avec les institutions partenaires. Hortense était soulagée de ne pas avoir à s'occuper de ces choses. Elle préférait les objets au formulaire. Elle aimait la matière, la recherche, la documentation. Elle lui avait confié la partie qu'elle aimait le moins. Ensuite, il avait commencé à représenter la collection dans les réunions.
D'abord quand Hortense était indisponible, puis régulièrement, parce qu'il avait les contacts et qu'il connaissait le terrain. Les institutions muséales et patrimoniales du département avaient commencé à l'appeler lui en premier. Les courriers arrivaient à son nom. Les invitations à des comités consultatifs lui étaient adressées. Et Hortense avait accepté tout cela parce que Benoît lui disait que c'était pour l'aider, que ça lui laissait plus de temps pour la recherche, que les gens de la région faisaient mieux confiance à quelqu'un qui connaissait les rouages de l'administration. Et parce qu'il ajoutait toujours, avec ce ton doux qu'il avait, « Tu es la vraie experte, Hortense. Moi, je ne fais que t'ouvrir des portes. » Elle avait cru ça pendant des années. Et puis, quelque chose avait changé. Eva me l'avait raconté par fragments, sur plusieurs mois, lors de nos appels téléphoniques du dimanche matin, quand Benoît n'était pas dans la maison. Sa mère avait commencé à exprimer des doutes sur certains prêts que Benoît organisait, des mises à disposition de pièces pour des expositions privées, des collectionneurs qui voulaient intégrer certains objets dans des ventes aux enchères. Hortense avait demandé plus de transparence, plus de documentation, plus de temps avant de signer. Elle avait dit qu'elle voulait vérifier les conditions de conservation dans les lieux de prêt. Elle avait dit que certains objets ne devraient pas être déplacés. Et Benoît avait répondu que sa femme était trop attachée émotionnellement à la collection, qu'elle manquait de recul professionnel, qu'elle vivait dans le passé, qu'elle était épuisée et qu'elle avait besoin de repos pour retrouver une perspective juste. Il avait commencé à utiliser ce mot « fragilité ». Hortense traverse une période de fragilité. Il l'avait dit à Eva, il l'avait dit à des collègues, il l'avait dit, je l'apprendrai plus tard, à Madame Odette Ferval, la conservatrice retraitée du musée Bargoin, qui l'avait écoutée avec une attention que je ne comprendrai qu'ensuite. La fragilité d'Hortense, comme si une femme qui demandait de la rigueur et de la transparence était fragile. Comme si une femme qui voulait vérifier les conditions de conservation de pièces qu'elle avait cataloguées et restaurées depuis 28 ans était fragile. Comme si demander à ce que son nom reste sur son travail était un signe de faiblesse émotionnelle et non de justice professionnelle élémentaire. J'ai pensé, dans ce couloir, au livre de Canticos posé sur la chaise du cabinet. Lucien l'avait pris et l'avait ouvert. Les pages qui dépassaient, ces feuilles blanches glissées entre les pages liturgiques, étaient des pages de contrat, imprimées, avec des cases à remplir, des clauses numérotées. Un document préliminaire établissant les conditions d'une délégation de représentation par laquelle Hortense Artaud-Malrieux confiait à Benoît Malrieux la gestion complète de la collection pour une durée de 6 mois, avec possibilité de renouvellement. En cas d'indisponibilité pour raison de santé, la période de repos à Royat. 10 minutes de la maison, comme il l'avait dit avec son sourire léger. Mais dans ce document, Royat n'était pas présenté comme une escapade thermale. C'était un séjour dans une structure de repos spécialisée, avec un programme de soins, une disponibilité limitée pour les activités professionnelles, et une clause précisant qu'en cas d'absence prolongée, les signatures d'Hortense pourraient être suppléées par son représentant légal désigné. Benoît. J'ai relu cette clause 2 fois pour être sûr de comprendre. Ce n'était pas un congé, c'était une substitution. Une procédure légale enveloppée dans un langage de soins, présentée comme une protection, construite comme une dépossession. Et Hortense n'avait pas signé. Pas encore. Les documents étaient préparés. Le convite d'exposition était imprimé sans son nom. Le plan était en place. Mais Hortense n'avait pas encore signé. Et Eva le savait. Et Eva avait pleuré ce soir pour que quelqu'un le sache aussi. Je suis sortie du couloir et je suis retournée dans le salon. Hortense était debout près de la fenêtre, dos à la pièce, regardant les lumières de la rue Pascal. Benoît répondait à une question d'un des collègues de recherche d'Eva sur une exposition à Paris. Eva avait les yeux rouges, mais elle tenait sa tasse de café à 2 mains avec un calme appris. Les bougies de cire d'abeille brûlaient toujours. La tarte aux noix n'avait pas été coupée. Je me suis approchée d'Hortense. Je me suis mise à côté d'elle, sans la toucher, sans parler. Juste présente. Comme on se place à côté de quelqu'un dans une église, pas pour dire quelque chose, mais pour signifier qu'on est là. Elle a tourné la tête vers moi, et dans ses yeux, j'ai vu ce que j'avais vu dans le vitrail, sous la lumière du couloir.
quelque chose de beau et d'ancien et de résistant, quelque chose qui avait survécu à beaucoup et qui attendait, avec une patience que je ne lui avais pas connue, le moment de recommencer à exister à voix haute. J'avais la miniature dans ma poche. Je l'avais glissée là dans le couloir, sans réfléchir, comme on garde une chose précieuse sur soi quand on ne sait pas encore ce qu'on va en faire, mais qu'on sait qu'elle a besoin d'être protégée. « Tu l'as trouvée », a dit Hortense. Pas une question. Oui, elle a regardé de nouveau par la fenêtre. Dehors, les toits de Clermont-Ferrand étaient sombres sous un ciel d'octobre sans étoiles. Le vent venait du Puy-de-Dôme, ce vent froid et constant qui descend des volcans éteints et rappelle à tout le monde que cette ville est bâtie sur quelque chose de plus ancien et de plus profond que n'importe quelle élégance de façade. « J'ai mis la bande de papier aussi », a-t-elle dit. Je l'ai lu. Un silence. Puis, je ne savais pas comment te dire les choses autrement. Chaque fois que j'essayais, il était là. Il répondait à ma place. Il expliquait. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à douter de ma propre façon de voir les choses. C'est ça, le plus difficile à expliquer. Pas qu'il ait fait quelque chose d'horrible et visible, mais que j'ai fini par ne plus savoir si ce que je voyais était vrai. Je pense souvent à cette phrase maintenant. J'ai enseigné l'histoire de l'art pendant 38 ans. J'ai appris à des centaines d'élèves à regarder vraiment, à ne pas se laisser imposer une interprétation, à retourner devant l'objet et à faire confiance à ce qu'ils voyaient. Et ma propre fille, formée dans cette maison, entourée de cette façon de penser, avait fini par douter de ses propres yeux parce que quelqu'un lui avait dit, assez longtemps et assez doucement, qu'elle ne voyait pas bien. C'est une chose terrible à comprendre. Pas parce que c'est unique, parce que ça peut arriver à n'importe qui, à quelqu'un de brillant, à quelqu'un d'instruit, à quelqu'un qui a passé sa vie à cataloguer les œuvres des autres avec une précision irréprochable, parce que la dépossession la plus redoutable n'est pas celle qui casse les objets, c'est celle qui convainc la personne qu'elle n'est plus tout à fait capable de les voir. Benoît s'est retourné dans ce moment-là. Il a vu ma fille et moi, debout près de la fenêtre. Il a vu quelque chose dans nos postures, dans l'absence de distance entre nous, dans le fait que nous regardions dans la même direction. Et son sourire a changé très légèrement, pas disparu, transformé, avec dedans une prudence nouvelle, une attention, la reconnaissance que quelque chose s'était passé dans cet appartement ce soir et qu'il n'en contrôlait pas encore les conséquences. Lucien est revenu dans le salon. Il portait le convite d'exposition dans sa main droite. Il a marché jusqu'à la table. Il a posé le convite à côté du bolo d'anniversaire, entre la tarte aux noix et les bougies qui brûlaient encore. Et il a dit, de sa voix de chef d'orchestre, de sa voix qui avait rempli des salles de concert pendant 40 ans, de sa voix qui ne criait jamais mais qui portait toujours, « Je pense que nous devons parler de ceci. » Le convite était posé sur la nappe de lin blanc, entre le bolo d'anniversaire et les bougies de cire d'abeille qui continuaient de brûler comme si rien ne s'était passé. Ce rectangle de papier épais, avec son logo institutionnel et ses colonnes de texte soigneusement mises en page, semblait incongru dans ce décor de fête. Et pourtant, il était à sa place. Il était exactement là où il devait être ce soir. Benoît a regardé le convite. Puis il a regardé Lucien. Puis il a regardé autour de la table, comme quelqu'un qui évalue la situation et calcule rapidement ce qu'il peut encore maîtriser. Il n'a pas tout de suite parlé. Et ce silence avant qu'il parle m'a appris quelque chose sur lui que 29 ans de dimanche en famille ne m'avaient pas appris. Parce que le silence d'un homme innocent devant une accusation ressemble au choc, à la confusion, à la précipitation de nier. Le silence de Benoît ressemblait à de la stratégie, une fraction de seconde de calcul habillée en surprise. « Lucien », a-t-il dit finalement, avec cette voix raisonnable, cette voix de réunion professionnelle qu'il avait pour les conversations délicates. « Je comprends que cela puisse sembler étrange, sorti de son contexte, mais ce document est un projet préliminaire, rien de finalisé. Nous en discutions Hortense et moi depuis plusieurs semaines. » Elle t'a donné son accord ? Lucien avait posé la question simplement, sans agressivité, comme on demande un fait. Le silence qui a suivi était plus long que le premier. Les collègues d'Eva ne bougeaient plus. L'un d'eux avait posé sa tasse de café sans bruit sur la soucoupe avec la précision de quelqu'un qui ne veut pas attirer l'attention.
L'amie de la famille, assise au bout de la table, regardait fixement son assiette. Eva avait les mains à plat sur la nappe, comme pour s'assurer que quelque chose de solide existait encore sous elle. Hortense n'avait pas bougé de la fenêtre. « Hortense est fatiguée », a recommencé Benoît. Elle traverse une période difficile, les médecins eux-mêmes ont recommandé une pause, ce n'est pas une décision prise à la légère, c'est une décision de soin. Hortense. Lucien avait prononcé le prénom de sa fille en se tournant vers elle. Pas comme un appel, comme une invitation, comme la façon dont un chef d'orchestre indique à un musicien que c'est son moment d'entrée. Ma fille s'est retournée depuis la fenêtre. Elle avait le visage calme de quelqu'un qui a pris sa décision il y a longtemps, mais qui attendait le bon moment. Les yeux secs, la posture droite, cette façon de tenir son corps qui était la sienne depuis l'enfance et qui disait, sans un mot, qu'elle ne pliait pas quand elle avait décidé de ne pas plier. « Non », a-t-elle dit. Une syllabe, nette, sans ornement. Je n'ai pas donné mon accord. J'ai dit que je voulais y réfléchir. Et réfléchir ne signifie pas accepter. Benoît a ouvert la bouche. Hortense a continué. J'ai vu le convite, Benoît. Pas ce soir, avant ce soir. Je l'ai vu sur ton bureau il y a 3 semaines, quand tu avais oublié de fermer le dossier. Et j'ai vu que mon nom n'y était pas. Et j'ai compris que la décision était déjà prise sans moi et que tu cherchais maintenant les documents pour la formaliser. Il y avait dans la voix d'Hortense quelque chose que je n'y avais pas entendu depuis longtemps. Quelque chose de dur et de chaud à la fois, comme le basalte de cette ville, qui résiste et qui brûle, qui est ancien et volcanique et qui ne se laisse pas remodeler facilement. « Tu vas leur expliquer », a-t-elle dit en regardant les convives autour de la table, « ou je le fais. » Benoît a posé les 2 mains sur le dossier de sa chaise. « Hortense, je ne pense pas que ce soit le moment ni le lieu pour ce genre de conversation. Tu as choisi le moment et le lieu quand tu as imprimé un convite sans mon nom et quand tu l'as laissé sur ton bureau où je pouvais le trouver. Peut-être que tu voulais que je le trouve. Peut-être que c'était plus simple que de me le dire en face. Je regardais ma fille et j'avais dans la gorge quelque chose qui ressemblait à de la fierté et à de la douleur mélangée. Ces 2 sentiments qui coexistent souvent quand on voit quelqu'un qu'on aime faire enfin quelque chose qu'il aurait dû pouvoir faire depuis longtemps et qu'on se demande pourquoi ça a pris si longtemps et la réponse est dans la question. Parce que les choses qu'on construit doucement, avec de la patience et des mots de soin, se défont aussi doucement. Et on ne voit pas le moment exact où la protection est devenue une cage, parce qu'on était à l'intérieur et que de l'intérieur, les barreaux ressemblent au montant d'une fenêtre. Lucien s'est assis. Il avait sorti le livre de Canticos du cabinet et il le tenait sur ses genoux. Il l'a ouvert à la page où commencèrent les documents contractuels glissés entre les pages liturgiques. Il a posé le livre ouvert sur la table, à côté du convite. Et il a attendu. C'est à ce moment-là que Benoît a compris que la soirée ne se terminerait pas comme il l'avait prévu. Je voudrais m'arrêter ici une seconde, si vous me le permettez. Parce que ce que je vous raconte ce soir est une histoire sur la façon dont on peut retirer quelqu'un d'une vie sans faire de bruit. Et je sais que certains d'entre vous, en écoutant, reconnaissent quelque chose. Une situation, une personne. Un moment où vous avez vu quelqu'un perdre quelque chose qu'on lui prenait avec des mots doux. Si c'est votre cas, si cette histoire vous touche là où elle touche ce genre de reconnaissance, dites-le moi dans les commentaires. Juste un mot. Ou une ville. D'où vous écoutez ce soir? Quelle heure il est chez vous? Et laissez un like si vous êtes encore là. Parce que ce que je vais vous dire ensuite est ce qui, pour moi, a tout changé. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il y a une histoire nouvelle ici chaque jour, et je vous promets que vous ne voudrez pas manquer celle de demain. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé quand Benoît a finalement parlé. Il a parlé pendant presque 20 minutes. Je dois lui reconnaître ça. Il était éloquent. Il avait la mémoire des détails, les références des médecins, les noms des structures thermales de Roya, les termes exacts des clauses contractuelles qu'il expliquait avec la pédagogie d'un homme qui a l'habitude d'expliquer des choses compliquées à des gens qui ne comprennent pas tout de suite. Il a parlé des exigences de l'administration du patrimoine qui évoluait, des institutions partenaires qui demandaient une interlocution plus disponible, des pressions calendaires sur la prochaine exposition, de la nécessité pragmatique d'avoir quelqu'un qui puisse signer en temps réel.
Il a parlé d'Hortense avec une sollicitude constante. Il utilisait le mot « protéger » souvent. Il voulait la protéger du stress, la protéger des négociations épuisantes, lui donner l'espace de se ressourcer, lui permettre de revenir ensuite à la collection avec une énergie renouvelée. Et pendant tout ce temps, Hortense l'écoutait avec ce calme nouveau que je ne lui connaissais pas et qui m'impressionnait et m'inquiétait à la fois. Parce que le calme d'une personne qui a décidé de ne plus se battre dans l'immédiat ressemble parfois au calme d'une personne qui a renoncé, et il faut connaître quelqu'un depuis le début pour faire la différence. Je connaissais Hortense depuis le début. Ce n'était pas le calme de la capitulation. C'était le calme de quelqu'un qui laisse l'autre finir parce qu'elle sait ce qu'elle a à dire quand il aura terminé. Quand Benoît s'est tu, il s'est tourné vers les convives avec une expression qui voulait dire « Vous comprenez maintenant. Vous voyez que je suis raisonnable. Vous voyez que je cherche à bien faire. » Deux des convives hochaient légèrement la tête. Pas en signe d'accord, je pense. En signe d'inconfort. Cette façon dont les gens acquiescent quand ils ne savent pas quoi faire d'une situation qui les dépasse et qu'ils espèrent que quelqu'un d'autre va résoudre. Eva regardait son père sans ciller. Hortense a attendu quelques secondes après que Benoît se soit tu. Le temps que ces mots finissent de résonner dans la pièce. Le temps que le silence qui suit une longue explication fasse son travail. Puis elle a dit « Pendant 28 ans, j'ai catalogué 417 pièces. J'ai écrit 282 notices descriptives. J'ai rédigé 19 rapports de conservation. J'ai négocié 11 prêts avec des institutions nationales. J'ai formé 3 assistants de recherche. J'ai signé chaque document de ma main parce que ma signature engageait ma connaissance et ma responsabilité professionnelle. » Elle parlait sans élever la voix, juste avec les faits, comme elle aurait parlé devant un jury d'évaluation. Ce convite efface 28 ans de travail en retirant mon nom du projet que j'ai construit. Ce document contractuel transforme mes soins médicaux en justification légale pour une substitution de signature. Et la période de repos à Royat n'a jamais été discutée avec moi comme un choix. Elle m'a été annoncée progressivement comme une nécessité jusqu'à ce que je finisse par croire moi-même que c'était peut-être ce dont j'avais besoin. Elle s'est arrêtée. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Benoît a dit, très doucement, avec ce ton de quelqu'un qui parle à une personne émotionnellement fragile. « Hortense, tu es épuisée. Tu ne penses pas clairement ce soir. » C'est là que j'ai parlé. Je ne l'avais pas prévu. Je n'avais pas de discours préparé. Je suis une femme de 79 ans qui a passé sa vie à enseigner que les images parlent mieux que les commentaires. Mais ce soir, les images n'étaient pas suffisantes. J'ai sorti la miniature de vitrail de ma poche. Je l'ai posée sur la table à côté du convite, à côté du livre de Canticos, à côté du bolo d'anniversaire aux bougies encore allumées. Et j'ai dit « Ce soir, personne ne soufflera les bougies à la place de ma fille, et personne ne décidera de son absence comme s'il s'agissait d'un détail d'organisation. » La pièce était d'une immobilité totale. Même les bougies semblaient avoir arrêté de vaciller. Benoît m'a regardé. Et pour la première fois depuis 29 ans que je le connaissais, le sourire était parti complètement. Pas remplacé par de la colère. Juste absent. Le visage de quelqu'un qui avait prévu tous les obstacles, sauf celui-là. Il n'avait pas prévu que je trouverais le vitrail. Il n'avait pas prévu qu'Hortense l'y aurait mis pour moi. Il n'avait pas prévu qu'Eva aurait parlé ce soir avec cette précision désespérée d'une fille qui a porté un secret trop longtemps. Et il n'avait pas prévu Lucien, posé et immobile et absolument certain, avec le livre de Canticos ouvert sur la table, comme une partition déposée avant que l'orchestre commence. Il y a des moments dans une vie qui ressemblent à un point de bascule. Pas un coup de théâtre, pas une révélation spectaculaire. Juste un moment où suffisamment de vérités sont dans la même pièce en même temps et où elles n'ont plus besoin d'être défendues parce qu'elles se défendent elles-mêmes par leur seule présence. Ce soir était ce moment. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été simple. Les moments de vérité ne sont jamais simples. Ils ressemblent, dans les histoires, à des climax propres et définitifs. Mais dans la réalité, ils ressemblent davantage à une table de cuisine à minuit avec des gens épuisés et des tasses de café refroidies et des questions sans réponse immédiate. Benoît a parlé encore. Il a essayé plusieurs angles différents.
le raisonnement professionnel, puis l'argument médical, puis un retour à la sollicitude, puis quelque chose qui ressemblait à un début de colère qu'il a contenu avant qu'elle se manifeste complètement parce qu'il y avait des témoins et qu'il connaissait la valeur des témoins. Les collègues d'Eva ont pris congé assez tôt. Poliment, avec ces formules courtes qu'on utilise quand on sort d'une soirée qui a viré à quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qu'on ne sait pas encore comment raconter. L'ami de la famille a serré la main d'Hortense, en partant, longuement, sans rien dire, et ce geste long avait plus de sens que n'importe quelle phrase. Nous sommes restés, Lucien et moi, Hortense, Eva, Benoît, et la tarte aux noix non coupée, et les bougies de cire d'abeille qui brûlaient toujours. Ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai appris par fragments dans les jours qui ont suivi. Des choses qu'Hortense m'a racontées lors de la semaine qu'elle a passée dans notre appartement de la rue Blatin. Des choses qu'Eva m'a dit lors de nos longues marches dans les rues de Clermont-Ferrand, sous le vent froid du Puy-de-Dôme, passant devant les murs de pierre volcanique et les façades de lave noire, qui donnent à cette ville son caractère de quelque chose que la douleur a creusé et que le temps a rendu beau. Hortense m'a raconté que les désaccords avaient commencé 3 ans plus tôt. Benoît avait reçu une proposition d'un collectionneur privé de Lyon qui souhaitait emprunter plusieurs pièces de la collection pour une exposition dans sa propriété particulière. Une demande informelle, sans les protocoles habituels, sans garantie de conservation documentée. Hortense avait refusé. Elle avait expliqué que les pièces de la collection de la chapelle Saint-Alyre ne pouvaient pas être prêtées sans les protocoles de conservation en vigueur, sans assurance appropriée, sans vérification des conditions d'exposition. Benoît avait dit qu'elle était trop rigide, que les opportunités de ce genre ne se reproduisaient pas, que le collectionneur avait des connexions qui pourraient bénéficier à la collection à long terme. Hortense avait tenu sa position. Et c'est à partir de ce moment, elle me l'a dit dans notre cuisine de la rue Blatin, par un matin pluvieux d'octobre, où Lucien nous faisait du café et jouait doucement sur le piano du salon, que le langage de Benoît avait commencé à changer. Graduellement, la rigidité d'Hortense était devenue une difficulté à s'adapter. Sa rigueur était devenue un excès émotionnel. Son expertise était devenue une obsession enfermée dans le passé. « Il n'a jamais crié », m'a dit Hortense. C'est ce que j'ai eu du mal à expliquer aux gens. On pense que ces choses-là se passent avec des cris, avec de la violence évidente. Mais lui parlait toujours doucement. Il était toujours raisonnable. Et chaque fois que je résistais, il ajoutait un argument de plus à la liste des raisons pour lesquelles j'avais besoin de soins. Jusqu'à ce que je commence à me demander si peut-être il avait raison. Elle a pris sa tasse de café entre ses 2 mains. « Le plus difficile, maman, c'est le moment où tu ne sais plus si ce que tu vois est réel. Quand quelqu'un te dit assez longtemps que tu exagères, tu commences à appliquer ce filtre à ta propre perception. Tu regardes une situation et tu te demandes « est-ce que j'exagère ? Est-ce que je suis trop émotionnel ? Est-ce que ma formation me permet vraiment de juger ? Et si tu appliques ce filtre assez longtemps, tu finis par ne plus regarder du tout. » J'ai pensé à mes années d'enseignement, à tous les élèves à qui j'avais dit « regardez d'abord. Faites confiance à ce que vous voyez. Le doute viendra ensuite et il sera utile, mais ne laissez pas le doute s'installer avant le regard, parce que alors, vous ne regardez pas vraiment, vous cherchez seulement la confirmation du doute. Ma fille avait été formée à regarder vraiment, et quelqu'un l'avait convaincue, doucement, patiemment, sur 3 ans, de douter de ses yeux avant même de les ouvrir. Cela m'a fait un effet que je n'ai pas de mots simples pour décrire. Quelque chose entre la fureur et le chagrin, quelque chose qui demande du temps pour trouver sa forme. Si vous écoutez ce soir, et que vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable, ou si vous le vivez vous-même, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce que vous voyez est réel. Ce que vous ressentez a une logique. Et si quelqu'un utilise des mots de soin pour vous convaincre que votre perception est défaillante, ce n'est pas votre perception qui pose problème. Laissez-moi un commentaire si cela vous touche. Dites-moi votre ville, votre région, l'heure qu'il est chez vous. Et abonnez-vous parce que ce que j'ai encore à vous raconter sur les semaines qui ont suivi cette soirée est ce qui, pour moi, porte l'essentiel de cette histoire. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, et celle de demain sera différente, mais tout aussi vraie. Maintenant, laissez-moi continuer. Le lendemain de la soirée de la rue Pascal, Hortense a appelé Madame Odette Ferval.
Je ne savais pas encore qui était vraiment Odette Ferval dans cette histoire. Je connaissais son nom depuis des années, conservatrice retraitée du musée Bargouin, rue Ballainvilliers numéro 45, spécialiste des collections d'art préhistorique et gallo-romain, femme de 66 ans que j'avais croisée à des vernissages et à des conférences, et qui m'avait toujours semblé être de celles qui savent exactement ce qu'elles valent, et n'en font pas de mystère. Ce que je ne savais pas, c'est que Hortense l'avait contactée 6 semaines plus tôt. Pas pour lui parler de Benoît, pas encore, pour lui parler du convite, pour lui demander si elle reconnaissait dans cette procédure quelque chose de légalement problématique. Et Odette Ferval avait répondu qu'elle reconnaissait en effet quelque chose. Elle avait travaillé pendant 30 ans dans des institutions patrimoniales. Elle avait vu des procédures de ce type. Elle savait ce qu'un représentant désigné pouvait signer au nom d'un titulaire en indisponibilité. Et elle savait que dans certains cas, ces signatures pouvaient inclure des cessions de droits, des transferts de collections, des modifications d'inventaire d'une façon qui n'était pas toujours réversible. Elle avait dit à Hortense « Ne signez pas et documentez tout ce que vous pouvez ». Hortense avait documenté. C'est ce que j'avais vu dans le cabinet cette soirée-là. Pas seulement les inventaires de Benoît, les siens aussi, les étiquettes décollées qu'elle gardait comme preuve, les courriels imprimés, les versions des documents avec et sans son nom, côte à côte, pour montrer l'évolution de l'effacement. Ma fille avait regardé. Elle avait fait confiance à ce qu'elle voyait. Et elle avait attendu le bon moment. Odette Ferval est venue dans notre appartement de la rue Blatin 3 jours après la soirée. C'était un jeudi matin, le vent était fort depuis le puits de Dôme, les façades de pierre volcanique de la rue étaient mouillées d'une pluie qui avait cessé 1 heure avant mais dont l'humidité restait. Je lui ai ouvert la porte. Elle était petite, avec des cheveux blancs coupés courts, des lunettes cerclées d'acier et une façon de vous regarder qui disait qu'elle avait décidé depuis longtemps de ne pas perdre de temps avec ce qui n'était pas essentiel. Elle s'est assise à notre table de cuisine. Hortense avait posé devant elle 3 dossiers. Odette Ferval les a ouverts l'un après l'autre. Elle ne disait rien. Elle lisait, elle comparait, elle prenait des notes dans un carnet petit et dense, avec un stylo à plume qu'elle devait avoir depuis des années, parce que le capuchon était légèrement usé à l'endroit où le pouce se posait. Lucien nous avait préparé du café et s'était retiré dans le salon où on l'entendait jouer doucement quelques mesures de Satie, ces pièces tranquilles qui semblaient toujours savoir quelle pièce il fallait mettre dans un silence. Après 40 minutes, Odette Ferval a refermé le dernier dossier. Elle a regardé Hortense. « La procédure est préparée correctement d'un point de vue formel », a-t-elle dit. « Si vous signez, les effets sont potentiellement irréversibles sur certains aspects, notamment les crédits de l'exposition en cours et les droits de représentation pour les prêts déjà engagés. » Hortense a hoché la tête. « En revanche, » a continué Odette Ferval, « rien dans ce que vous m'avez montré ne constitue une obligation légale de signer. Votre refus est votre droit le plus absolu. Et la question qui suit ce refus est de savoir ce que vous voulez faire de votre collection maintenant. » Ce mot, « votre collection ». Je l'ai vu traverser Hortense comme une lumière, comme si ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas entendu quelqu'un dire ces 2 mots dans cet ordre, avec cette évidence naturelle. Ta collection, ton travail, ton nom, ton droit. Des choses qui avaient toujours été vraies et qui avaient été progressivement enveloppées dans tant de soins et de sollicitude qu'elles en étaient devenues méconnaissables. Odette Ferval a posé son stylo sur son carnet. « Je peux procéder à une révision indépendante de l'inventaire. C'est ce que vous m'avez demandé. Je peux aussi vous mettre en contact avec un juriste spécialisé dans les droits patrimoniaux qui saura vous conseiller sur les étapes formelles. » Hortense a dit oui aux 2. Et j'ai vu dans ce oui quelque chose que je n'avais pas vu dans le visage de ma fille depuis plusieurs années. Pas du soulagement, quelque chose de plus actif. La décision de quelqu'un qui a retrouvé le sens de sa propre direction après s'être laissé convaincre pendant trop longtemps qu'elle ne savait pas où elle allait. La semaine qu'Hortense a passée dans notre appartement de la rue Blatin a été une de ces semaines qui ressemblent à un long souffle retenu qu'on relâche enfin. Pas une semaine de drame supplémentaire. Une semaine de travail tranquille et têtu, à notre table de cuisine, avec des dossiers et du café, et la musique de Lucien en fond sonore et les toits de basalte de Clermont-Ferrand, visibles par la fenêtre dans la lumière d'octobre.
Eva venait chaque soir. Elles travaillaient ensemble, ma fille et ma petite-fille, sur la reconstruction des crédits. C'est comme ça qu'Hortense appelait ce travail. Reconstruction. Pas réclamation, pas combat, reconstruction. Parce que les choses qui ont été effacées ne se réparent pas par la colère. Elles se réparent par le travail méthodique de quelqu'un qui repose pierre par pierre ce qui a été démantelé. Hortense avait tous ses fichiers de travail originaux sur un disque dur externe qu'elle gardait dans son cabinet, sous clé, depuis le début de sa carrière. Les versions datées de chaque inventaire, de chaque notice, de chaque correspondance professionnelle. La trace exacte et chronologique de chaque décision qu'elle avait prise, de chaque pièce qu'elle avait identifiée, cataloguée, restaurée, prêtée. Eva avait ses propres copies de certains documents. Elle les avait demandés à sa mère au fil des mois précédents, sans que Hortense comprenne tout de suite pourquoi sa fille constituait cette archive parallèle. Maintenant, elle comprenait. Eva avait vu venir les choses avec les yeux d'une chercheuse qui lit les documents avec la même attention qu'elle lit les manuscrits médiévaux. Elle avait compris que les modifications étaient systématiques. Elle avait compris qu'elles suivaient une progression. Et elle avait constitué une documentation parce qu'elle savait que le jour viendrait où les originaux seraient nécessaires. Ce jour était là. Je les regardais travailler, ma fille de 53 ans et sa fille de 31 ans, côte à côte à ma table de cuisine, avec la même façon de tenir le stylo et la même façon de se pencher sur un document quand quelque chose méritait une attention particulière. Cette ressemblance dans le geste me touchait d'une façon que je n'aurais pas su expliquer à quelqu'un qui ne connaissait pas les deux femmes depuis leur premier jour. Ce que je vais vous raconter maintenant est la partie de cette histoire que j'ai mis le plus de temps à comprendre vraiment. Pas les faits. Les faits, je les ai compris rapidement. Mais le sens des faits, ce qu'ils disaient sur la façon dont on peut perdre quelqu'un sans que personne ne crie, sans qu'aucune porte soit claquée, sans qu'il y ait un moment identifiable où on aurait pu intervenir et où on n'a pas su, ça a pris du temps. Benoît n'était pas un monstre. Je ne dis pas ça pour l'excuser. Je le dis parce que c'est précisément le problème. Les monstres sont reconnaissables. On les voit venir. On peut pointer vers eux et dire « voilà ce qu'il faut éviter ». Les gens qui font ce que Benoît a fait sont reconnaissables différemment. Ils sont compétents, cultivés, éloquents. Ils ont de bonnes justifications. Ils croient souvent sincèrement, du moins au début, que ce qu'ils font est raisonnable. La frontière entre protéger quelqu'un et le déposséder en l'appelant fragile est une frontière qui ne ressemble pas toujours à une frontière. Elle ressemble à une décision de gestion prise dans l'intérêt de tous. Et c'est dans cet espace de ressemblance que la chose se passe, progressivement, sans bruit. Odette Ferval a commencé la révision indépendante de l'inventaire la 2e semaine. Elle a travaillé avec une assistante, jeune femme de 28 ans que je ne connaissais pas, spécialisée dans les collections d'art sacré régionales, sérieuses et discrètes. Elles ont passé 4 jours dans les locaux de stockage où la collection était conservée, vérifiant pièce par pièce les notices, les états de conservation, les étiquettes, la correspondance entre les objets réels et leur description documentaire. 2 choses sont apparues dans ce travail. La première, certaines notices avaient été modifiées après leur rédaction initiale par Hortense. Pas effacées, modifiées. Des attributions de provenance légèrement altérées. Des dates de restauration déplacées. Des mentions du nom d'Hortense remplacées par le service curatorial ou la direction de la collection. Des changements mineurs pris isolément. Pris ensemble, sur 40 pièces, sur les 417, ils constituaient un schéma. La deuxième, un des prêts organisés par Benoît l'année précédente, pour une exposition dans un espace privé à Grenoble, avait fait l'objet d'une assurance sous-évaluée. 2 pièces avaient été transportées dans des conditions qui ne respectaient pas les protocoles de conservation établis dans l'inventaire original d'Hortense. Ces pièces présentaient maintenant des micro-fissures qui n'existaient pas dans les photographies d'état prises avant le prêt. Ce n'était pas la preuve d'une malveillance délibérée. C'était la preuve que la rigueur qu'Hortense imposait avait une raison d'être, et que, quand elle était écartée des décisions, cette rigueur disparaissait, et que les pièces emportèrent les traces. Odette Ferval a remis son rapport en main, propre à Hortense, un vendredi matin, dans notre salon de la rue Blatin. Lucien avait mis de l'eau à chauffer pour du thé. Le rapport faisait 22 pages. Sur la page de titre, sous le titre,
révision indépendante, collection d'art sacré, chapelle Saint-Alyre, il y avait, en bas à droite, la mention « établie par Odette Ferval, conservatrice retraitée, à la demande d'Hortense Artaud-Malrieux, curatrice titulaire. » Curatrice titulaire. Hortense a tenu le rapport entre ses mains un long moment avant de l'ouvrir. Je pense qu'elle lisait et relisait ces deux mots sur la page de titre. Curatrice titulaire. Pas curatrice par défaut, pas curatrice en attente de repos, curatrice titulaire parce qu'elle avait fait le travail et qu'elle avait le titre, et que personne n'avait le droit de lui retirer l'un ou l'autre sans son consentement explicite et documenté. Je veux m'arrêter une seconde ici, parce que ce que je ressens en vous, racontant cette partie, est différent de ce que je ressentais au début. Ce n'est plus seulement de la peine. C'est quelque chose qui ressemble à de la clarté. Une clarté dure et propre comme les pierres de basalte de cette ville, comme la lumière froide d'un matin d'octobre en Auvergne quand le vent vient du volcan et que l'air a cette qualité particulière qui fait que les contours de toutes les choses sont absolument nets. Si vous écoutez encore, si vous êtes avec moi depuis le début de cette soirée, je vous en suis profondément reconnaissante. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus touché dans ce que je vous ai raconté jusqu'ici, votre ville, votre heure, votre ressenti. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse quelque chose de semblable, quelqu'un dont le nom disparaît doucement de sa propre histoire, partagez cette histoire avec lui. Un like pour ceux qui sont encore là. Un abonnement pour ne pas manquer la suite, parce que ce que je vais vous dire sur ce qui s'est passé ensuite, sur l'exposition et sur la salle qui a tout changé, c'est ce que je veux que vous emportiez de cette soirée. Il y a une histoire nouvelle ici chaque jour. Et peut-être que celle de demain parlera de quelqu'un que vous connaissez. Laissez-moi continuer. Benoît a reçu une copie du rapport d'Odette Ferval par courrier recommandé, avec une lettre de Hortense rédigée avec l'aide du juriste spécialisé. La lettre était sobre. Elle n'accusait pas. Elle n'insultait pas. Elle établissait des faits. Elle notifiait la suspension de la délégation de représentation, puisque Hortense n'avait pas signé le document. Elle demandait le retrait immédiat du convite d'exposition tel qu'il avait été imprimé et la correction des crédits avant toute diffusion publique. Elle informait que la révision indépendante de l'inventaire avait été transmise à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand et au conseil d'administration de la chapelle Saint-Alyre. Elle demandait 30 jours de suspension de l'exposition pour permettre la révision des crédits et la correction des notices modifiées. Elle était signée Hortense Artaud-Malrieux, curatrice titulaire. Benoît a demandé à parler à Hortense ce soir-là. Elle a accepté, pas seule, avec le juriste présent par téléphone. Je n'étais pas dans cette conversation. Je ne veux pas vous en inventer les détails parce que je respecte ce que ma fille a décidé de garder pour elle dans tout cela. Ce que je sais, c'est qu'à la fin de cette conversation, Benoît avait accepté la suspension de l'exposition. Pas joyeusement, pas sans résistance, mais il avait accepté. Parce que le rapport d'Odette Ferval était documenté et signé. Parce que les preuves des modifications de notice étaient versées au dossier. Parce que la rigueur qu'Hortense imposait depuis 28 ans était aussi ce qui la protégeait maintenant. Sa rigueur était son arme. Je dois vous le dire ainsi parce que c'est vrai et parce que ça mérite d'être dit clairement. La femme que Benoît avait décrite comme trop attachée émotionnellement à ses pièces, trop rigide, trop ancrée dans le passé. C'est précisément cette rigidité, cet attachement, cette façon de documenter chaque décision qui constituait maintenant la preuve irréfutable que le travail était le sien et que l'effacement avait eu lieu. Ce qu'on essaie de vous prendre est parfois aussi ce qui vous protège le mieux quand le moment vient de vous défendre. La suspension de l'exposition a duré 32 jours. Pendant ces 32 jours, Hortense a travaillé avec Odette Ferval et son assistante pour corriger les notices modifiées et rétablir les attributions originales. Elle a travaillé avec un graphiste de la Maison de la Culture pour recréer le convite avec ses crédits corrects. Elle a rédigé une nouvelle introduction pour le catalogue de l'exposition, en son nom, avec ces mots, en commençant par cette phrase « Cette collection existe parce que des mains ont tenu ces objets avec suffisamment de soin pour les transmettre. Ce catalogue existe parce que d'autres mains ont appris à les lire. Les deux gestes méritent d'être nommés. » Eva avait suggéré cette phrase. Je ne suis pas sûre qu'Eva le sache encore. La réouverture de l'exposition a eu lieu un lundi soir de novembre.
Pas la grande soirée de vernissage qui avait été planifiée. Un format plus modeste, sur invitation, avec les partenaires institutionnels et les chercheurs du domaine. Hortense était debout à l'entrée, dans une veste bordeaux que je lui avais vue pour la première fois à ses 40 ans et qu'elle réservait aux occasions qui comptaient. À l'entrée de la salle principale, le convite était affiché en grand format. Lumière sacrée, collection privée d'art romane en Auvergne. Curatrice, Hortense Artaud-Malrieux. Son nom, à l'entrée, en premier. Lucien avait serré ma main. Je ne vais pas vous dire que j'ai pleuré parce que je suis une femme de 79 ans qui a appris depuis longtemps que les larmes ont leur temps et leur place et que les occasions de fierté demandent quelque chose de plus solide que les larmes. Ce que j'ai ressenti en voyant le nom de ma fille sur ce mur est une de ces choses que je porte dans la poitrine depuis et que je n'ai pas de mots plus exacts pour nommer que ceci. Juste. La dernière salle de l'exposition s'appelait « Les absences corrigées ». Ce n'était pas une salle de dénonciation. Ce n'était pas une mise en scène dramatique. C'était une salle avec des panneaux sobres qui présentaient, côte à côte, des exemples d'objets d'art sacrés dont la provenance et les attributions avaient été mal documentées au fil de l'histoire et qui avaient été rétablis grâce à un travail de recherche patient. Des absences dans les archives, des noms manquants dans les inventaires. Des attributions erronées, corrigées par quelqu'un qui avait pris le temps de regarder vraiment. Le dernier panneau de la salle portait ce texte, rédigé par Hortense. Une collection ne vit que si les noms qui la portent restent lisibles. L'absence d'un nom n'est jamais un détail. C'est une décision. Et les décisions peuvent être corrigées quand quelqu'un prend la peine de regarder. Les visiteurs adultes qui ont traversé cette salle ce soir-là ont regardé ces panneaux avec cette attention particulière qu'on a devant les choses qui parlent de quelque chose qu'on reconnaît sans l'avoir vécu soi-même. Ce sentiment de oui, voilà, c'est ainsi que ça se passe, et de je n'aurais pas su le dire comme ça, mais c'est exactement ça. Hortense était dans la salle quand je l'ai traversée. Elle regardait le dernier panneau. Je me suis approché d'elle. Je n'ai rien dit. Elle non plus. Nous étions debout dans cette salle qui s'appelait les absences corrigées, et autour de nous les objets de la collection brillaient sous les lumières de l'exposition. Les fragments de vitraux avec leurs tons bleus et ambre et rouge profond, les miniatures liturgiques avec leurs ors, les livres d'heures avec leurs enluminures minuscules et précises comme des promesses. Et sur la table d'honneur au centre de la salle, dans une vitrine de verre, la miniature de vitrail. Pas une pièce de la collection. La pièce d'étude. Celle que j'avais trouvée dans la boîte de bougies. Hortense l'avait placée là, sur un socle blanc, avec une étiquette simple, première pièce d'étude, inventaire de la chapelle Saint-Alyre, 1999, Hortense Artaud-Malrieux, curatrice. Sa première signature. 26 ans plus tôt, dans une chapelle aux murs de pierre froide, avec des mains qui tremblaient d'orgueil. Toujours là, toujours vrai. Impossible à effacer quand quelqu'un regarde vraiment. Il y a des matins à Clermont-Ferrand qui ressemblent à une promesse tenue. Ce sont les matins d'hiver, quand le ciel est d'un gris limpide et que le puits de Dôme est visible depuis la fenêtre de notre appartement de la rue Blatin, avec cette netteté particulière que donne le froid sec, quand les toits de basalte brillent légèrement d'humidité matinale et que l'air a cette qualité volcanique et ancienne qui rappelle que cette ville est bâtie sur quelque chose qui a brûlé autrefois et qui s'est transformé en fondation solide. Ces matins-là, je prépare le café. J'entends Lucien se lever dans la chambre. J'entends ses pas dans le couloir. J'entends le piano qui commence doucement. Quelques notes d'abord, puis une phrase musicale qui trouve son chemin dans le silence de l'appartement. Et je pense à ma fille. 6 mois ont passé depuis la soirée de la rue Pascal. Je veux vous dire comment les choses se sont posées, comment les gens se sont repositionnés, comment le temps a fait son travail sur ce qui avait été blessé et sur ce qui avait été retrouvé. Parce que les histoires qui valent d'être racontées ne se terminent pas au moment du climax. Elles se terminent après, dans l'ordinaire qui suit, dans la façon dont les gens reprennent leur vie, avec ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont perdu et ce qu'ils ont récupéré. Hortense habite maintenant dans un appartement rue des Gras, au numéro 17, à 5 minutes de chez nous à pied.
un appartement qu'elle a choisi seule, avec des fenêtres qui donnent sur une petite cour intérieure où pousse un catalpa centenaire, et des murs qu'elle a commencé à couvrir de reproductions et de cadres, avec la même logique que la maison qu'elle a quittée, parce que les habitudes de beauté ne disparaissent pas quand une vie change de forme. Elle s'adapte. Elle trouve de nouveaux murs. Elle n'est pas heureuse d'une façon simple et légère. Je ne veux pas vous dire ça parce que ce serait inexact et parce que vous méritez la vérité. Elle est dans ce moment difficile et nécessaire où on refait le compte de ce qui était réel dans une vie qu'on croyait connaître et où on découvre que certaines choses étaient plus solides qu'on ne le pensait et d'autres beaucoup moins. C'est un travail de plusieurs années, ce genre de compte. On ne le finit pas en 6 mois. On le commence. Ce qu'elle a, et que je vois chaque fois que nous sommes ensemble, c'est cette chose que j'avais vue dans ses yeux le soir de la soirée de la rue Pascal, quand elle s'était retournée depuis la fenêtre et qu'elle avait dit non avec une syllabe nette et sans ornement, une clarté revenue. La certitude retrouvée de quelqu'un qui sait ce qu'elle voit et qui a décidé de ne plus appliquer de filtre de doute à sa propre perception avant même d'ouvrir les yeux. Eva vient dîner chez elle 2 fois par semaine. Elles cuisinent ensemble, des plats simples, de la soupe avec du pain de campagne, une tarte aux poireaux, une salade de lentilles avec des noix de la région, les recettes de leur famille qui n'ont jamais appartenu à personne d'autre qu'à elles et qui continuent d'exister indépendamment de tout ce qui a changé. J'entends leur voix parfois quand je passe rue des Gras en rentrant de la boulangerie le matin, par les fenêtres ouvertes même en novembre, parce que Hortense a toujours aimé l'air froid du matin dans les pièces où elle travaille. Des voix de femmes qui parlent de choses concrètes, un colloque, une découverte dans un manuscrit, une question sur une pièce de la collection. La normalité fonctionnelle d'une relation entre une mère et une fille adulte qui ont traversé quelque chose ensemble et qui se connaissent maintenant d'une façon différente. Plus honnête, plus directe, plus fragile aussi, dans le bon sens du mot, celui qui signifie qu'on ne prend plus rien pour acquis. Je dois vous parler de Benoît maintenant, parce qu'une histoire honnête ne peut pas l'éviter. Benoît Malrieux n'est pas en prison. Il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, parce que ce qu'il a fait n'était pas un crime au sens légal du terme. C'était quelque chose de plus subtil et de plus difficile à nommer dans les catégories du droit. Quelque chose qui se situe dans cet espace entre la manipulation et la gestion, entre le contrôle et le soin, entre la décision unilatérale et la protection. Le juriste avait expliqué à Hortense que les recours possibles étaient limités et compliqués et qu'elle devait choisir ses batailles en connaissance de cause. Elle a choisi de ne pas mener la bataille judiciaire, non par faiblesse, non par pardon immédiat, mais parce qu'elle avait réfléchi à ce que cette bataille lui coûterait en temps, en énergie, en attention, et qu'elle avait décidé que ce temps et cette énergie et cette attention, elle préférait les mettre dans la reconstruction de ce qui avait été effacé plutôt que dans la destruction de ce qui avait causé l'effacement. C'est une décision que je respecte profondément, même si ce n'est pas celle que j'aurais prise à sa place. Peut-être que l'âge m'a rendue plus prompte à la colère. Peut-être qu'à 79 ans, quand on a vu suffisamment de choses, on a moins de patience pour les élégances stratégiques et plus de désir que les torts soient nommés clairement et publiquement. Mais ce n'était pas ma vie. C'était la sienne, et la décision lui appartenait. Ce que je sais de Benoît, maintenant, est simple. Il continue de travailler dans l'administration du patrimoine culturel. Il ne représente plus la collection de la chapelle Saint-Alyre. Le conseil d'administration de la chapelle, informé du rapport d'Odette Ferval et de la situation, a notifié formellement que la curatrice titulaire était Hortense Artaud-Malrieux et que toute correspondance ou décision concernant la collection devait lui être adressée directement. Cette décision avait été prise à l'unanimité lors d'une réunion à laquelle Benoît avait été convié et à laquelle il avait assisté en silence. La conséquence silencieuse, avait dit Hortense. Pas le bruit d'une punition. Le poids d'une réalité rétablie. Je pense souvent à cette formule. La conséquence silencieuse. Parce que dans notre culture, dans notre façon de raconter les histoires, on aime les punitions spectaculaires, les retournements dramatiques, les portes claquées et les accusés qui s'effondrent, les coupables qui paient d'une façon visible et définitive. Mais la vraie vie ressemble rarement à ça. La vraie vie ressemble davantage à une réunion de conseil d'administration où quelqu'un se retrouve dans une chaise en face d'un fait qu'il ne peut pas contester et où il n'a rien à dire
et où le silence qui suit vaut plus que n'importe quelle condamnation formelle. Benoît a eu son silence. Je l'espère suffisamment lourd pour qu'il en entende encore l'écho dans les moments tranquilles. Si vous êtes encore là avec moi ce soir, si vous m'avez suivi depuis les bougies de cire d'abeille et la miniature de vitrail et la phrase d'Eva dans le silence du salon de la rue Pascal, je veux vous remercier d'une façon que je ne sais pas rendre assez grande avec des mots. Vous avez donné à cette vieille femme le cadeau d'être entendue. Pas jugée, pas plainte. Entendue. C'est différent, c'est plus rare. Et c'est, à 79 ans, une des choses qui compte le plus. Dites-moi dans les commentaires d'où vous avez écouté cette histoire. Quelle ville, quelle région, quel pays, quelle heure il est chez vous en ce moment. Est-ce que vous avez écouté seul, ou est-ce que quelqu'un était avec vous? Ces détails comptent pour moi. Je lis chaque commentaire. Et si cette histoire vous a touché quelque part de précis, si elle a réveillé quelque chose que vous portiez depuis un moment, dites-le moi aussi. Pas pour moi seulement. Pour les autres qui liront ces commentaires et qui reconnaîtront peut-être leur propre histoire dans ce que vous écrirez. Laissez un like si vous avez senti quelque chose de vrai dans ce que je vous ai raconté. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, et je vous promets que chacune est dite avec la même honnêteté que celle-ci. Et partagez cet épisode avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un dont le nom mérite d'être vu, quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'une absence peut être corrigée. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui compte vraiment dans tout ce que je vous ai raconté ce soir. Ce qui compte, ce n'est pas l'exposition. Ce n'est pas le convite corrigé avec le nom d'Hortense en premier. Ce n'est pas le rapport d'Odette Ferval. Ce n'est pas la salle qui s'appelait « Les absences corrigées » et dont on m'a dit qu'elle avait été la salle la plus visitée de l'exposition. Celle où les gens s'arrêtaient le plus longtemps, celle dont on reparlait le plus dans les conversations d'après-vernissage. Ce qui compte, c'est une phrase. « Maman, s'ils me font partir pour me protéger, demande-leur de quoi ils veulent protéger mon nom. » Hortense avait glissé cette phrase dans la monture du vitrail parce qu'elle ne savait plus comment dire les choses directement. Parce que les mots directs lui avaient été retirés progressivement, remplacés par des explications, des corrections, des reformulations jusqu'à ce qu'elle doute de sa propre façon de parler. Et pourtant, elle avait trouvé un autre langage. Elle avait utilisé ce qu'elle savait faire le mieux, lire les objets, comprendre comment les choses cachées dans les matières finissent par parler à ceux qui savent les tenir. Et elle avait placé sa vérité dans un fragment de vitrail, dans une boîte de bougies, sur une table d'anniversaire, en espérant que sa mère regarderait. J'ai regardé. Je veux vous dire aujourd'hui que regarder vraiment est peut-être la chose la plus difficile et la plus nécessaire qu'on puisse faire pour quelqu'un qu'on aime. Pas regarder avec l'œil de celui qui cherche à confirmer ce qu'il croit déjà. Pas regarder avec l'œil de celui qui a décidé d'avance que tout va bien. Regarder avec l'attention de quelqu'un qui accepte de voir ce qui est là, même quand ce qui est là est difficile, même quand ce qui est là demande quelque chose de difficile en retour. J'ai enseigné l'histoire de l'art pendant 38 ans. J'ai passé ma vie à apprendre aux gens à regarder les images. Et la leçon que j'ai apprise de la façon la plus directe et la plus personnelle est venue non pas d'un tableau dans un musée, mais d'un fragment de verre coloré dans une boîte de bougies lors de l'anniversaire de ma petite fille adulte. Les objets parlent. Les gens parlent aussi, d'une façon indirecte, détournée, à travers ce qu'ils choisissent de poser sur une table, ce qu'ils cachent dans une monture, ce qu'ils laissent dépasser d'une boîte en espérant que quelqu'un de confiance finira par le voir. Lucien me l'avait dit le lendemain matin de la soirée de la rue Pascal, dans notre cuisine, pendant que nous attendions que le café passe. Il avait dit « Elle t'a fait confiance pour regarder. C'est pour ça qu'elle a mis le vitrail là. » Il avait raison. Hortense avait fait confiance au fait que sa mère regarderait vraiment, pas poliment, pas superficiellement, mais avec la même attention qu'elle avait mise dans toute sa vie professionnelle. Et peut-être que la chose dont je suis le plus fier, dans tout ce que j'ai fait cette nuit-là et dans les semaines qui ont suivi, c'est d'avoir honoré cette confiance, d'avoir été à la hauteur de ce regard qu'elle m'avait accordé. Ce n'est pas toujours facile d'être à la hauteur de la confiance de ses enfants. Pas parce qu'on ne les aime pas assez, parce qu'on les aime trop, parfois, d'une façon qui nous rend aveugles à ce qu'ils nous montrent vraiment. On voit ce qu'on espère.
On entend ce qu'on veut entendre. On réinterprète les signes d'alarme en signaux de croissance ordinaire parce que l'alternative est trop difficile à porter. J'ai eu de la chance ce soir-là. J'ai eu Lucien à côté de moi qui sentait la pause qui n'appartient pas à la musique. J'ai eu Eva qui a pleuré au lieu de se taire. J'ai eu la miniature de vitrail qui dépassait d'une boîte comme une main tendue dans l'obscurité. Tout le monde n'a pas ces signaux. Tout le monde n'a pas quelqu'un à côté d'eux qui serre la main au bon moment. Et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Pas pour que vous vous demandiez si vous auriez vu ce que j'ai vu, mais pour que vous commenciez à regarder. Maintenant, vos enfants, vos petits-enfants adultes, les gens que vous aimez. Pas avec peur, avec attention. Il y a une différence. Je pense à ma mère parfois, dans ces moments de réflexion. Elle cousait des vêtements dans la maison d'Issoire et lisait Stendhal le soir à la lumière d'une lampe jaune. Elle avait une façon de me regarder, quand j'étais enfant, qui me donnait le sentiment d'être vue complètement. Pas seulement la surface, mais aussi ce qu'il y avait dessous. Ce regard-là, ce regard qui ne juge pas et qui ne cherche pas à corriger, mais qui voit et qui reste, c'est le regard que j'ai essayé de transmettre à Hortense depuis le début. Et que j'espère qu'elle transmettra à Eva. Et qu'Eva, un jour, si elle le choisit, transmettra à d'autres. Les regards se transmettent comme les objets, comme les collections, de main en main, de génération en génération, avec des étiquettes qu'on peut perdre et retrouver, avec des noms qu'on peut effacer et corriger. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore mentionné et qui mérite d'être dit maintenant, vers la fin. Quelques semaines après la réouverture de l'exposition, Hortense a reçu une lettre de Madame Odette Ferval. Une lettre courte, écrite à la main, sur du papier blanc ordinaire, sans papier à en-tête, ni formule professionnelle. Une lettre personnelle, d'une femme à une autre. Odette Ferval écrivait qu'elle avait travaillé 30 ans dans les institutions patrimoniales et qu'elle avait vu plusieurs fois ce type de situation. Une femme dont le nom disparaissait doucement de son propre travail, des procédures habillées en soins, des absences présentées comme des nécessités. Elle écrivait qu'elle avait parfois aidé et parfois pas vu assez tôt et que dans les deux cas, elle portait le poids de ce qu'elle avait pu faire ou non faire. Et elle écrivait qu'elle était heureuse d'avoir pu être utile cette fois, non pas parce que ça équilibrait les fois où elle n'avait pas vu, mais parce que chaque occasion de regarder vraiment a sa propre valeur indépendamment de ce qui a précédé. La dernière ligne de la lettre disait « Votre collection vous ressemble. Elle est rigoureuse, honnête et refuse de laisser quoi que ce soit disparaître sans laisser de traces. Continuez à la garder ainsi. » Hortense m'avait lu cette lettre au téléphone, un mardi matin, et j'avais entendu dans sa voix quelque chose qui ressemblait au son qu'on entend quand une note tenue depuis trop longtemps trouve enfin sa résolution. La note ne disparaît pas. Elle change d'état. Elle entre dans le silence avec sa pleine valeur. Je me souviens d'avoir pensé, en l'écoutant, que Lucien aurait eu un mot pour ça. Il a un mot pour tout ce que la musique fait aux moments importants. Et que certaines choses dans la vie ressemblent à des partitions qu'on ne comprend pas entièrement tant qu'on n'a pas joué jusqu'à la dernière mesure. La miniature de vitrail est sur le buffet de notre entrée maintenant, à côté de la photographie d'Hortense à 20 ans, tenant un catalogue d'exposition entre ses bras. Hortense me l'a donné après la clôture de l'exposition, dans une petite boîte en bois avec un fermoir en laiton. Elle m'a dit qu'elle voulait que ce soit ici, dans cet appartement où elle avait grandi, parce que c'est de là qu'était venue l'attention nécessaire pour la trouver et qu'un objet mérite de rester près de ce qui lui a permis de parler. Je l'ai posé sur le buffet, à côté de la photographie, et j'ai regardé les deux objets côte à côte. La photo de la jeune femme de 20 ans et le fragment de vitrail avec ses tons de bleu et d'ambre. Le commencement et le milieu d'une histoire qui continue. Le nom d'une femme à son premier inventaire et le même nom sur le convite d'une exposition, inscrite en premier, après une absence corrigée. Ce matin, avant de commencer à vous raconter cette histoire, je me suis arrêtée devant ce buffet comme je le fais chaque matin. Le soleil d'hiver entrait par la fenêtre de l'entrée avec cette lumière oblique et dorée qui touche les objets différemment que la lumière d'été, plus attentive, plus précise, comme si elle aussi savait qu'il faut regarder vraiment pour voir ce qui compte. La miniature brillait légèrement sous cette lumière. Et j'ai pensé à Eva,
le soir de son anniversaire, devant les bougies qui ne s'éteignaient pas, portant une phrase trop lourde depuis trop longtemps. J'ai pensé à Hortense, debout devant la fenêtre de la rue Pascal, attendant que quelqu'un regarde vraiment. J'ai pensé à Lucien, posant le livre de Canticos sur la table, avec la patience d'un chef d'orchestre qui sait que certains passages ne peuvent pas être précipités. Et j'ai pensé à ce que cela signifie d'avoir 79 ans, et d'avoir encore, dans la vie, des moments qui enseignent quelque chose de nouveau, des moments qui rendent le regard plus net, des moments qui confirment que ce qu'on a passé sa vie à croire, que les objets parlent, que les traces comptent, que les noms ont un poids et une dignité qui méritent d'être défendus, était vrai depuis le début et le reste. Si vous avez une personne dans votre vie dont le nom commence à disparaître de sa propre histoire, qui vous explique que tout va bien avec un sourire appris, qui a arrêté de corriger ce qu'on dit à sa place parce qu'elle a appris que corriger ne sert à rien, regardez-la vraiment, pas une fois, dans un grand geste de sollicitude, régulièrement. Avec la constance de quelqu'un qui a décidé que ce regard était une responsabilité et non une option. Parfois, il suffit de regarder pour que quelqu'un sache qu'il peut déposer ce qu'il porte. Parfois, il suffit d'être là pour qu'une miniature de vitrail placée dans une boîte de bougies trouve la main qui saura la tenir. Ce soir, je veux que vous emportiez une seule chose de tout ce que je vous ai raconté. Une seule phrase, simple et directe, que je vous offre comme on offre quelque chose qu'on a tenu longtemps et qui mérite maintenant un autre porteur. Une absence peut toujours être corrigée. Mais il faut quelqu'un pour regarder d'abord, regardez. Si vous avez écouté jusqu'ici, jusqu'à ce mot, jusqu'à cette dernière lumière de cette longue soirée d'octobre qui s'est transformée en novembre, puis en quelque chose que je porte maintenant comme une certitude gagnée, je vous demande une dernière chose. Laissez-moi un commentaire avec le mot « corriger ». Juste ce mot. Parce que seuls ceux qui ont vraiment écouté, qui sont restés avec moi depuis les bougies de cire d'abeille et la main de Lucien qui se durcissait et la phrase d'Eva dans le silence, seuls ceux-là comprendront pourquoi ce mot est le bon. Pourquoi ce mot contient toute cette histoire. Pourquoi une absence corrigée est plus puissante que si l'absence n'avait jamais eu lieu, parce qu'une absence corrigée laisse une trace. Elle dit « quelqu'un a regardé, quelqu'un a vu ». Quelqu'un a refusé de laisser disparaître ce qui méritait de rester. Corrigez. Mettez ce mot dans les commentaires si vous étiez là ce soir. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce que demain il y aura une nouvelle histoire ici, et après-demain une autre, et chaque jour une autre encore, chacune dite par une femme qui a appris à regarder vraiment et qui veut vous apprendre aussi. Aimez cet épisode si quelque chose dedans vous a changé même très légèrement, si vous regarderez quelqu'un différemment demain matin. Si vous penserez à vérifier qu'un nom est bien présent là où il devrait être. Partagez cette histoire avec quelqu'un dont le nom mérite d'être vu. Dites-moi d'où vous êtes. Quelle ville? Quelle région? Quelle heure il était quand vous avez entendu le mot « corriger » pour la première fois ce soir? Du cœur de cette vieille femme de 79 ans, dans son appartement de la rue Blatin à Clermont-Ferrand, avec le puits de Dôme dans la fenêtre et le piano de Lucien dans le salon et la miniature de vitrail sur le buffet de l'entrée qui brille sous la lumière du matin, comme si elle savait qu'elle a quelque chose à dire encore. Merci. Prenez soin les uns des autres. Regardez vraiment. Et n'oubliez jamais que ce qu'on retire sans bruit peut toujours être rendu avec exactitude si quelqu'un accepte de tenir la vérité dans ses mains avec suffisamment de soin pour qu'elle ne se brise pas avant d'avoir pu parler.